Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. Nous sommes le jeudi 13 septembre. Tout de suite, les titres de cette édition. Après la fin d'Autolib cet été, la question de l'avenir se pose désormais. Un recours dénonçant l'arrêt brutal du service était étudié mardi par le tribunal administratif de Paris. Une action entreprise par un collectif de plusieurs communes franciliennes mené par Philippe Briot, le maire du Chesnay, est notre invité. Le régime de sécurité sociale des étudiants disparaîtra à la rentrée 2019. Ce matin, la CPAM des Yvelines était présente à l'UVSQ à Guyancourt pour enseigner les jeunes sur cette évolution. Dans ce journal, on vous explique ce qui change concrètement pour les étudiants. Enfin, c'est le rêve de tous les clubs amateurs. Aller le plus loin possible en Coupe de France et défier, pourquoi pas, une équipe professionnelle. Ce dimanche, l'AS Montigny-le-Bretonneux et Voisins FC entretiendront cet espoir à l'occasion du 3e tour de la compétition. Avant de développer ces titres, Jacqueline Gouraud, en visite ce matin dans les Yvelines, la ministre, auprès du ministre de l'Intérieur, était dans les locaux de 2 communautés Emmaüs, à Chatou et Port-Marly. Un déplacement moins de 2 mois après une polémique sur le site de Port-Marly. 4 compagnons avaient été emmenés à la police de l'air et des frontières suite à une descente des forces de l'ordre dans les locaux de la communauté. Il a fait sa rentrée. Le président du conseil départemental des Yvelines s'est rendu hier mercredi au collège Maryse Bastier de Vélizy-Villacoublay. Pierre Bédier est revenu sur les priorités de cette année dans les 139 collèges privés et publics du département. Reportage de Marilène Yapichino et Nicolas Dandry. Réhabilitation et rénovation des collèges, une priorité budgétaire pour le département des Yvelines. La collectivité va investir 430 millions d'euros jusqu'en 2020. Plusieurs établissements sont concernés, comme les collèges Paul-Éluard de Guyancourt en reconstruction et Albert Einstein de Magny-les-Hameaux en restructuration. Nous avions un certain nombre d'endroits où les conditions d'enseignement étaient pas très bonnes. Je ne veux pas dire dégradées, le mot serait exagéré, mais pas très bonnes. Autre réforme en cours, la restauration scolaire, avec une tarification unique basée sur les revenus et la composition des familles appliquée à partir du 1er janvier 2019. Faisant cette unification tarifaire, il nous paraît nécessaire d'avoir une unification de la fabrication pour avoir une homogénéisation de la qualité. La question des circuits courts aussi, des produits disponibles. On va essayer d'avoir une saisonnalité des produits. Des unifications rendues possibles par la création d'une société d'économie mixte à opération unique. Les Yvelines s'associent à un opérateur privé pour fournir les quelques 48 000 repas par jour dans les collèges. Le département, en tant qu'institution, présidera le conseil d'administration et donc surveillera cette société pour s'assurer que la qualité, l'écoute, tout soit bien cadré et bien conforme au cahier des charges. Le conseil départemental désignera le prestataire privé lors de la séance prévue le vendredi 28 septembre prochain. Un arrêt définitif depuis cet été. Autolib a pris fin officiellement le 31 juillet dernier à Paris et dans les communes franciliennes comme Versailles, Vélizy et Le Chesnay. Une décision prise fin juin en raison du déficit de ce service d'autopartage de voitures électriques. Plusieurs élus franciliens réunis en collectif dénoncent une fin brutale. Bonsoir Philippe Briot. Bonsoir. Vous êtes le maire du Chesnay, maire Les Républicains du Chesnay. Vous êtes à la tête de ce collectif d'élus qui est composé notamment des communes de Meudon, Versailles ou encore Levallois-Perret. Vous avez déposé plusieurs recours. L'un d'eux était étudié cette semaine par le tribunal administratif de Paris. Quelle réponse avez-vous eue ? Alors tout d'abord, nous avons fait un recours sur la délibération du 21 juin qui faisait un arrêt prématuré de la DSP de façon brutale. C'est ce que nous avons dénoncé. Pour aller assez vite, nous avons fait un référé qui a eu lieu le 11 septembre, dont l'ordonnance est tombée hier, et qui déboute pour le moment notre référé, puisque le référé, c'est une notion d'urgence. Donc on considère qu'il n'y a pas d'urgence sur cette délibération. Par contre, nous allons avoir un certain nombre d'autres phénomènes de recours. C'est ça, d'autres recours sont... Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, notre problème aujourd'hui, c'est plus tellement de savoir si on peut remettre Autolib en route. Les gens, les utilisateurs, aujourd'hui ont été lésés. Malheureusement, tout est démonté. Et maintenant, c'est surtout les conséquences financières. Et les conséquences financières, c'est à nous aussi de pouvoir défendre les intérêts de nos administrés. Et c'est là où, sur le fond, nous allons avoir de la matière. Et le jour du référé, nous avons eu quand même beaucoup d'informations de la part du syndicat qui nous a démontré bien
que tout était occulté et que c'était la ville de Paris qui avait la main sur ce syndicat. Et nous contestons violemment sa qualité de gestion. C'est tout cela. Les enjeux sont quand même en millions d'euros. Et notre devoir d'élu est aussi de défendre nos administrés. On précise que ce syndicat, c'est le syndicat mixte Autolib Vélib Métropole, voilà, qui était à l'origine de cette délibération dont vous parliez tout à l'heure. C'est intéressant, Vélib, parce qu'on peut se demander si ce ne sera pas le deuxième étage de la fusée. D'ailleurs, même le président du tribunal administratif a demandé si c'était pas le prochain sujet d'un prochain référé. Ça sera à suivre. En tout cas, vous disiez des millions d'euros sont en jeu, 250 millions d'euros de dettes laissées, ça c'est l'ardoise laissée par le groupe Bolloré qui gérait Autolib. Et combien on demande de payer justement au Chesnay? Eh bien, nous n'en savons rien. Puisque justement, c'est tout le débat. Qu'est-ce qu'on va nous demander? Puisque, en fait, le déficit était prévu jusqu'en 2015. Nous avions gagné, à partir de 2015, un peu d'argent. 2016 s'est dégradé. C'est quand même curieux que la dégradation à fin 2016 corresponde à la fermeture des voies sur berge en septembre 2016. Donc, on voit très bien que les conditions de circulation ont été une première mesure. Le groupe Bolloré nous a alertés dessus. 2017, nous devions prendre des décisions. Un audit a été réalisé. Nous n'avons jamais connu la teneur, sauf en 2018. Rien n'a été proposé au comité pour modifier. C'est tout cela qu'on dénonce, car nous aurions très bien pu limiter le déficit. C'était pas inéluctable, on pouvait arrêter ce déficit et continuer Autolib. Autolib. On va nous demander comme argent, est-ce que ce n'est pas éventuellement ce qui aurait été à payer au terme de la délégation? Donc tout ceci s'est fait dans l'omerta totale, dans la précipitation totale, et c'est ce que nous dénonçons, et surtout que nous voulons voir, parce que nous avons un prochain comité dans quelques jours, où on va certainement nous proposer des protocoles financiers, comme on nous l'a proposé le 11 juillet, où on nous a demandé déjà 1,9 million hors conventionnement. Vous parliez de la mainmise tout à l'heure de Paris, de la ville de Paris dans ce dossier. En juin, quand on parlait déjà de ce dossier, vous parliez d'intenter une action en justice contre la maire de Paris, contre la ville de Paris, contre la maire de Paris, Anne Hidalgo. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Il y a un certain nombre de points qui peuvent nous interroger sur une responsabilité de personnes, voire de pénal, bien sûr. Et donc tout ceci, nous sommes en train de le regarder. Donc c'est un ensemble de démarches que nous faisons. 1, est-ce qu'on peut remettre en route Autolib? A priori non. 2, qu'est-ce que nous allons payer? Ce sont les recours que nous allons faire. 3, qui est responsable? C'est ce que nous allons voir par rapport au pénal. C'était un service qui fonctionnait bien dans la ville du Chesnay. Quel retour vous aviez des habitants? On précise qu'il y avait 5 stations sur la ville du Chesnay. Il y avait plein de jeunes qui n'avaient pas de voiture qui s'en servaient. Bien sûr que alors pendant les grèves de la SNCF, il n'y avait plus une voiture sur les parkings. C'était une alternative. C'est un système qui fonctionnait parfaitement bien, propre, partagé. Pourquoi on l'arrêtait? Il y a aussi la question des places laissées vacantes aujourd'hui par Autolib. Versailles a par exemple choisi de réintégrer ces places dans le domaine public, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui de nouveau s'y garer. Quelle décision veut prendre le Chesnay? Alors, nous avons décidé en bureau des maires, il y a quelques jours, avec François de Mazien, le maire de Versailles, de mutualiser l'ensemble de places dans l'ensemble de nos communes pour peut-être étudier une possibilité pour les voitures propres, pour les voitures électriques. Et le syndicat SIGEF électrique est en train de nous proposer des solutions. Donc que pour le moment, on utilise nos places pour ne pas les perdre alors qu'il en manque, oui, comme le fait Versailles, mais que ce soit une solution définitive, non. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir d'autres services proposés grâce à ces places, profiter de ces places pour proposer d'autres services aux habitants? Bien sûr, peut-être profiter de tout ce qui peut être les free floating. Il va falloir que, effectivement, on remette en place tout ceci pour éviter que les voitures stationnent un peu n'importe où, et puis surtout privilégier les voitures électriques, des voitures propres. Il faut aider toutes celles et ceux qui s'investissent, et puis il va falloir apprendre certainement à se déplacer autrement avec des VAE, des vélos électriques, tout ça. C'est une nouvelle démarche, comme avec le stationnement d'ailleurs. Modifier les bornes électriques qui sont pour le moment compatibles qu'avec ces véhicules Autolib pour pouvoir recharger tous les véhicules électriques. C'est effectivement tout l'intérêt de la démarche du syndicat de SIGEF qui va nous aider justement à mettre en conformité des bornes, mais semble-t-il sans trop de complexité, sans trop de difficultés. Donc je dis à la population, voilà, nous les maires, on est en train de se bouger pour ce que vous n'avez plus puisse revenir, peut-être sous une forme différente, mais on vous oublie pas, et surtout on n'oublie pas votre portefeuille. Qu'est-ce que vous espérez de toutes ces actions lancées par votre collectif? Il y a, j'imagine, défendre déjà l'intérêt des usagers. Tous ceux qui ne bougent pas donnent un quitus. Tous ceux qui contestent auront la possibilité de négocier.
Et la suite, du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite, pour le Chesnay sur ce dossier? Est-ce que vous avez... Le Chesnay et les autres communes, nous allons le savoir dans quelques jours au prochain comité syndical d'Autolib et nous dirons au décours de ce comité ce que nous en pensons, qui à mon avis va aller dans le même sens que celui que nous avons vécu. L'omerta, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est comme ça, à vous de payer, terminé. On a entendu parler je ne voudrais pas être les Parisiens, parce que je pense que les Parisiens ils vont payer très cher. Mais bon, ils sont peut-être plus à ça près. On a entendu revenir les noms des groupes PSA et Renault pour éventuellement reprendre ces services. Ça, vous n'avez pas du tout eu vent? Non, puisque tout s'est passé dans la mairie de Paris, ce qui montre bien que tout se fait dans le bureau de Madame Hidalgo. Et on peut se demander même si elle n'avait pas déjà fait ça avant de demander la rupture de la délégation pour faciliter peut-être de nouveaux systèmes. Affaire à suivre. Donc merci Philippe Briot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire Les Républicains de la commune du Chesnay. La sécurité sociale étudiante, c'est bientôt terminé. La CPAM des Yvelines était présente ce jeudi à l'UVSQ pour informer les jeunes de ce changement. Ce régime spécifique disparaîtra totalement en septembre 2019, mais une partie de la réforme est d'ores et déjà appliquée en cette rentrée pour les nouveaux étudiants. Explication avec ce sujet d'Isabelle Karaïskos. Enterrer la sécurité sociale étudiante. Jusqu'ici, elle était gérée en France par les mutuelles étudiantes qui étaient chargées de les affilier à la sécurité sociale. Désormais, tous les étudiants dépendront du régime général, comme c'était le cas durant leur scolarité jusqu'au lycée. Pas de raison de paniquer, il n'y aura aucune démarche à faire. Concernant les nouveaux étudiants pour la rentrée 2018, rien ne change. Il faudra simplement qu'ils s'assurent que leurs coordonnées personnelles sont bien à jour. Éventuellement créer un compte Amélie si ça n'est pas déjà fait. Et puis donc bien s'assurer qu'ils mettent leur carte vitale à jour. Ils restent sur le compte des parents et les bascules se feront en cours d'année automatiquement. Les étudiants déjà inscrits dans une mutuelle étudiante, pour eux rien ne change. Ils n'auront pas à verser la cotisation non plus, ils sont exemptés. La bascule se fera pour eux l'année prochaine à la rentrée 2019. L'ancienne cotisation annuelle à la sécurité sociale d'un montant de 217 € est supprimée. C'est une contribution obligatoire unique de 90 € qui la remplace. Elle est destinée à financer la vie du campus et les boursiers en seront exonérés. J'étais directement affiliée à ma sécurité sociale où j'étais l'année dernière, donc ça ne change rien pour moi. Pour moi, c'était moins cher et je trouve que c'est que du positif. À la rentrée 2019, l'ancien système aura entièrement disparu. Les mutuelles étudiantes, elles, ne cesseront pas totalement leurs activités, puisqu'elles continueront de proposer des complémentaires santé aux étudiants qui souhaiteront y adhérer. Le sport, dans un peu plus de 10 jours, c'est la Ryder Cup à Saint-Quentin en Yvelines. Le golf national va accueillir les meilleurs joueurs mondiaux. Parmi eux, dans la sélection américaine, un nom qui parle à beaucoup, Tiger Woods. La légende de la discipline n'avait plus participé à la compétition depuis 2012. Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Un tigre au golf national de 50 ans en Yvelines, le capitaine de la sélection américaine Jim Furyk a décidé de sélectionner Tiger Woods, l'homme aux 14 tournois du Grand Chelem pour la Ryder Cup 2018 fin septembre. Une invitation attendue après le bel été du golfeur sur les meilleurs tournois mondiaux. Il finit dans les 6 premiers à l'Open britannique, il est deuxième à l'USPGA. Il est toujours devant, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Tiger, il revient aux affaires. En plus, on sent un joueur, en tout cas, il me paraît beaucoup plus détendu, beaucoup plus ouvert. On sent un joueur qui est moins tourné vers lui, un peu plus vers les autres. Et je pense que ça a dû pencher également dans la balance, dans le choix du capitaine américain. Tiger Woods au golf national, ce n'est pas une première. Le golfeur avait participé au championnat du monde amateur en 1994 sur le parcours de l'Albatros. L'équipe américaine avait gagné le score par équipe, mais il n'avait pas fini dans les premiers. Mais Woods avait fait un beau tournoi, mais il n'avait pas fini premier en individuel. Au-delà de l'aspect sportif, la venue du golfeur de 42 ans absent d'une Ryder Cup depuis 2012 devrait doper les audiences. Sur le circuit américain, le nombre de téléspectateurs est multiplié par 2 quand le tigre est sur le green. On le voit sur les tournois qu'il joue et sur lesquels il se remet en forme. Le dernier USPGA où il finit deuxième, où ils ont battu tous les records d'audience. Tiger Woods au golf national, c'est un rêve, je pense, et on ne pouvait pas rêver mieux. Si les statistiques médiatiques sont du côté de Tiger Woods, sur le terrain, la Ryder Cup ne sourit pas aux golfeurs. En cette participation, le sportif ne l'a remporté qu'une seule fois en 1999.
Elle fait rêver les footballeurs amateurs. La Coupe de France de football revient ce week-end. 3e tour au programme ce dimanche et 2 clubs de Saint-Quentin en Yvelines tenteront de se qualifier pour l'échelon suivant. Bonsoir Antoine Ristorcelli. Bonsoir. Vous êtes le président du Voisin Football Club. Alors votre équipe se déplace dans les Hauts-de-Seine à Sèvres qui évolue au même niveau que vous en départemental 2 district. Rencontre à 14h30 au stade des Fontaines. Un deuxième invité avec nous en plateau, Jérémy Fanet. Bonsoir. Vous êtes le responsable technique football à 11 à l'AS Montigny-le Bretonneux Football. Montigny reçoit Choisy-le-Roi ce dimanche à 14h30 au stade de la Couldre. C'est un club du Val-de-Marne qui évolue 3 divisions au-dessus de Montigny en Régional 2. Petit tour de table pour commencer. On va commencer avec vous, Jérémy. Que représente ce 3e tour de Coupe de France pour vous? Est-ce que c'est une compétition qui vous fait rêver? C'est une compétition qui intéresse toujours les joueurs. Rêver, je ne sais pas. Je sais qu'ils sont très motivés en tout cas pour cette rencontre. Ils savent très bien, ils sont quand même conscients qu'ils vont pas aller au bout. Donc pour eux, c'est vraiment que du plaisir. Ils prennent ça comme un petit bonus. Et puis, ils vendront chèrement leur peau sur ce match-là. Antoine, pour le Voisin FC, ça représente quoi d'être au 3e tour de cette Coupe de France? Exactement pareil. C'est la 3e fois qu'on va pouvoir atteindre ce niveau avec notre équipe senior. On a fait un parcours en Gambardella, donc c'est la Coupe de France pour les U19. L'année dernière, on est allé en tour fédéral à Tours. Donc on va essayer avec l'équipe senior de reproduire le même schéma. Et l'objectif pour tous les joueurs, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle les maillots, puisqu'au tour prochain, la Fédération française de football offre les maillots. Et ça, c'est le graal absolu pour tous les joueurs, de pouvoir garder ça, de le porter en entraînement, et de l'avoir dans les armoires, de le montrer aux enfants. Alors ça a été le cas pour vos 2 clubs. Le premier tour de Coupe de France s'est joué avant les vacances d'été. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Qui avez-vous affronté? Comment se sont déroulés ces 2 premiers tours? Antoine. Je commence. Nous, on a fait un sans faute à l'extérieur. On a fait 2 premiers tours à l'extérieur. On retourne encore à l'extérieur. On espère pouvoir recevoir à domicile la prochaine fois. Donc un petit séjour dans le 95 à Jouy-le-Moutier où on a gagné 2-0. Et dans le fin fond du 91 à Villemoison, le premier tour, sur un superbe terrain. On sent un peu d'ironie dans votre voix. Ouais, stabilisé. Non, c'est très bien, mais voilà. Ce qu'on appelle dans le jargon un champ de patates, on peut le dire. Ouais, je pense qu'ils avaient récolté les patates il n'y a pas très longtemps, effectivement. Ouais. Du côté de Montigny, comment ça s'est déroulé ces 2 premiers tours? Également, 2 tours à l'extérieur, un peu dans les mêmes conditions. C'est un peu le folklore de la Coupe de France au début. Donc on était dans le 91 à Saint-Vrain au départ. Donc match compliqué, terrain compliqué, une petite ambiance folklore. Et deuxième match contre un adversaire du même calibre, donc Nogent-sur-Marne. Donc on est passé un petit peu à la dure, mais les joueurs avaient à cœur pour le dernier match de la saison de s'offrir ce 3e tour en septembre. Et se qualifier pour un 4e tour, qu'est-ce que ça représenterait? Antoine disait tout à l'heure, il y a ces fameux maillots qui arrivent, les maillots qu'on voit à la télé, les maillots de la Coupe de France. Est-ce que aussi en termes financiers, peut-être, il y a un apport pour le club? Alors, l'apport financier, il existe, mais beaucoup plus tard. À ma connaissance, ce serait plutôt aux alentours du 7e tour. Donc la route est longue pour nous, mais bon, on a de l'espoir. Mais c'est vrai que les maillots, c'est quelque chose d'important pour les joueurs. Nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une belle aventure en Coupe de France. Alors, il y a une dizaine d'années, on était allé au 6e tour. Donc, charge à l'équipe de Johanna Sophie de réaliser un bel exploit dimanche. Il y a un côté forcément, Antoine, prestigieux, symbolique aussi, la Coupe de France. Les clubs amateurs y participent et peuvent aller, pourquoi pas, s'ils continuent, titiller des clubs professionnels. Ça sera plus tard, peut-être. C'est le seul moment où on a la possibilité, puisqu'on est club de district, où on a la possibilité, peut-être au prochain tour, de jouer contre un gros club de national. Pour nous, ce serait déjà énorme et pouvoir faire une fête à la maison, puisque dans ce cas-là, on recevrait le prochain tour. Et comment on l'aborde dans vos différents clubs? Est-ce que quand on en parle aux joueurs, on en parle comme un bonus qui pourrait apporter, je ne sais pas, un surplus d'expérience pour cette saison? Est-ce que c'est un réel objectif d'aller le plus loin possible dans cette compétition, Jérémy? Pour eux, on leur propose un peu comme un challenge, un peu une façon de s'étalonner à une équipe plus forte pour nous. Et puis un petit coup de projecteur sur l'équipe, certainement un peu plus de monde dans la tribune, on peut-être faire venir un peu plus de membres de leur famille. Et vraiment, comme je l'ai dit au début de l'interview, prendre ça comme un bonus, prendre du plaisir. Paradoxalement, c'est vrai que cette semaine, ils sont très calmes, ils se préparent sereinement. On va dire des banalités, mais ils n'ont rien à perdre. C'est ça, c'est un plus, un gros plus d'y participer. Ça amène de l'expérience, peut-être des matchs à enjeu. On va aller se frotter à des équipes. Là, ça ne sera pas le cas pour Voisin ce week-end, mais des équipes mieux classées dans des championnats plus élevés. Ouais, c'est-à-dire que, en tout cas pour Voisin, l'objectif de cette saison, c'est clairement la montée en D1 pour la saison prochaine.
On prépare de façon classique tous les débuts de championnat avec un stage de pré-rentrée où c'est un week-end qui est consacré aux seniors, où on fait repas le midi, ils font beaucoup de physique, et on prépare comme ça le troisième tour de Coupe de France et le premier de la saison, pour pouvoir effectivement être assez performant. Oui, c'est une précision à apporter. Vos deux clubs évoluent au niveau départemental de district, en tout cas pour l'équipe 1 senior. Jérémy en parlait pour Montigny, ça s'est préparé comment du côté de Voisins cette semaine juste avant ce troisième tour de Coupe de France? C'est un match à l'extérieur, il faut peut-être le préparer différemment. Comment l'entraîneur prépare-t-il ses joueurs? Ça a commencé à se préparer dimanche dernier, puisque c'était le premier match de championnat et on a fini sur une victoire, donc c'était bien. On a eu une blessure d'un de nos joueurs, Anas, donc j'en profite pour lui passer le bonjour, puisqu'il a une grosse blessure à la cheville. L'objectif de l'équipe, ça va être de pouvoir faire en sorte qu'Anas puisse rejouer sur un match de Coupe de France. Et malheureusement, ça sera que au Stade de France, puisqu'il est grillé pour toute la saison. Il est blessé pour toute la saison. Donc on espère qu'il va revenir rapidement, mais là c'est peu de chance. Donc il va falloir un bon rétablissement, en tout cas. Il va falloir qu'on aille jusqu'au bout et jouer le PSG en finale. Vous disiez Antoine, Jérémy, je confonds les deux noms. Jérémy, du côté de Montigny, on est assez serein, même si il y a quand même 3 divisions d'écart entre les deux clubs dimanche. Oui, c'est ça, mais on voit vraiment un peu comme une fête, un coup de projecteur sur l'équipe. Et puis nous, le coach adverse, s'avère que c'est Samy Traoré, donc c'est un ancien professionnel qui est passé quand même par le PSG, donc ce sera un petit peu l'attraction du dimanche. Et vraiment, ils y vont vraiment en se disant qu'on n'a rien à perdre. Si on arrive à faire l'exploit, on parlera de nous, ce sera une bonne chose. On sera au tour suivant, ce sera très bien. Si jamais on perdait contre une équipe 3 divisions au-dessus, on n'aurait pas à rougir. Pas de préparation particulière sur les tirs au but, ça peut être un scénario possible du match? Voilà, je suppose que le coach va travailler ça cette semaine à l'entraînement. Et puis après, on ne va pas dévoiler toutes les petites astuces. Un appel à lancer peut-être aux supporters, vous jouerez à domicile? Voilà, on a fait quelques affiches, on demande vraiment à tout le monde de se déplacer en masse au stade, on a de quoi les accueillir et on espère leur proposer un bon spectacle. Est-ce que Voisins va emmener le club de Voisins va emmener avec lui des supporters à Sèvres? Oui, on va y aller. Alors on ne va pas louer de bus comme on l'avait fait en Gambardella l'année dernière, puisque c'est à côté. Mais effectivement, on va se déplacer en masse pour les supporter notre équipe phare. Et on vous souhaite bonne chance en tout cas pour ce troisième tour de Coupe de France. Je le rappelle au programme ce dimanche. Voisins se déplace dans les Hauts-de-Seine à Sèvres. Rencontre à suivre à 14h30. C'est au stade des Fontaines et Montigny-le-Bretonneux reçoit Choisy-le-Roi au stade de la Couldre. Le coup d'envoi est fixé également à 14h30. Pour le portrait de la semaine, direction le sentier des Maréchaux en vallée de Chevreuse. Le site et sa carrière étaient particulièrement prisés autrefois par la capitale pour sa pierre de grès. Un artiste potier, Jean Guével, s'est inspiré des lieux pour son travail réalisé dans le cadre de l'opération Aux artistes le patrimoine. Une rencontre signée Jules Colly. Situé entre les communes de Senlis et Cernay, le sentier des Maréchaux est un lieu de la vallée de Chevreuse bien connu des promeneurs. Cependant, son histoire l'est un peu moins. Cette carrière, permettant de fournir Paris en pavé jusqu'en 1930, était le lieu de travail mais également de vie de nombreux carriers habitant Cernay. C'est tant par son passé que son rapport à la terre que ce lieu a touché Jean Guével pour le projet Aux artistes le patrimoine du parc naturel régional. J'ai tout de suite eu un tilt avec le lieu qui était donc le sentier des Maréchaux à cause de la carrière de grès. Je me suis senti très à l'aise et j'ai cherché à voir ce que je pourrais faire là-dedans. Je me suis lancé plutôt dans la réalisation de fûts auxquels je vais donner l'apparence de la roche, de l'arbre, d'éléments naturels tels qu'ils peuvent être dans la carrière. Le chemin sur lequel on va mettre ces objets était le chemin qui était emprunté 2 fois par jour par les carriers quand ils allaient travailler, quand ils en revenaient. Donc ça a encore plus de sens, je dirais, de montrer un peu des témoignages, des histoires qui sont liées, de gens qui sont arrivés, qui sont mariés ici, qui sont installés, qui ont fait des enfants. C'est une migration, quoi. C'est l'histoire d'une migration, d'une intégration. Pour transcrire ces souvenirs, Jean veut façonner des objets sonores rappelant l'ambiance qui pouvait régner dans ces carrières au début du XXe siècle, mais également rendre hommage par différents types de céramique.
Il y aura deux types de décors. Il y a un décor qui va figurer les éléments naturels comme la roche ou les arbres, etc. Et des éléments qui vont être des photos en fait qu'on va faire fondre sur l'émail. Pour moi, ça marchera si les gens s'approprient vraiment ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, et si ça les renvoie à d'autres choses, pourquoi pas. Un imaginaire minéral, mais aussi nature, aussi plus méditatif avec le son. C'est autour de ça que les gens s'agrègent et vont venir y greffer leurs propres souvenirs, quoi. Un travail avant tout sensoriel qui cherche donc à nous emmener dans une époque, un lieu, une ambiance, de façon presque participative. Une installation que vous pourrez découvrir du 6 octobre au 30 décembre et ainsi ressentir toute l'histoire de cette carrière. Avant de se quitter, n'oubliez pas, ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Retrouvez la sélection des sorties à Saint-Quentin en Yvelines. C'est dans le 7-8 loisirs présenté par Marilène Yapichino dans quelques minutes. Le journal de la rédaction touche à sa fin. Retrouvez-nous sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV78.